Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation hyper gentille. Sans tarder, honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de remercier le comité d'organisation de la FORSCA ainsi que tous les membres et à leur tête son président, Dr Gmir Azdin, de m'avoir permis de participer au 8e congrès de médecine générale de la FORSCA, qui reste un rendez-vous scientifique incontournable vu la richesse, la qualité et la diversité de ces thématiques. Aujourd'hui, nous allons débattre un thème qui reste simple, mais qui reste mythique et parfois difficile à cerner, qui est la constipation terminale. À la fin de notre exposé, nous devons être capables de définir une constipation terminale, de différencier une constipation d'évacuation d'une constipation de transit, de savoir diagnostiquer un asynchronisme abdominopelvien et bien sûr de connaître les indications et les résultats de la rééducation médicale par biofeedback. En guise d'introduction, la constipation terminale est un dysfonctionnement anorectal responsable de difficultés d'évacuation des matières. Il peut se présenter sous plusieurs symptômes. Il reste une pathologie très fréquente du moment qu'il peut atteindre le 5e de la population générale. Il doit être diagnostiqué et traité parce qu'il a des répercussions importantes sur la qualité de vie personnelle et professionnelle. Avant de parler de tout ce qui est pathologique, il est primordial et nécessaire de faire un rappel anatomo-physiologique de l'exonération et du besoin exonérateur. Commençons par le besoin exonérateur, ainsi l'arrivée du bol fécal au contact des mécanorécepteurs des cellules ganglionnaires, rectales. Il déclenche par voie réflexe involontaire la relaxation des fibres musculaires lisses du sphincter anal interne. C'est le besoin exonérateur, communément appelé besoin d'aller à la selle, ou physiologiquement appelé réflexe recto-anal inhibiteur, que je vais vous illustrer et détailler sur des tracés de manométrie anorectale. Simultanément à l'ouverture du sphincter anal interne et par voie réflexe volontaire cette fois-ci, la musculature lisse du sphincter anal externe se contracte et entraîne la fermeture du sphincter anal interne. Il s'ensuit une contraction des muscles releveurs de l'anus qui refoulent les selles de consistance normale vers le haut. Plus de contact avec les mécanorécepteurs des cellules ganglionnaires rectales, disparition du besoin. Par contre, en cas de diarrhée, le refoulement des selles liquides vers le haut est impossible et la persistance des selles au contact des mécanorécepteurs retient le besoin exonérateur. Passons maintenant à l'exonération, qui comporte une force qui est la force abdominale et une relaxation des deux sphincters anaux internes et externes en cas de poussée normale. En résumé, sachez que, retenez, le besoin exonérateur fait appel aux mécanorécepteurs des cellules ganglionnaires qui déclenchent la relaxation réflexe involontaire du sphincter anal interne et la contraction réflexe volontaire du sphincter anal externe. Quant à la poussée, il fait appel à une force abdominale de poussée et une relaxation des deux sphincters anaux internes et externes en cas de poussée normale que je vais vous illustrer par des cas cliniques.
quels sont les symptômes cliniques qui vont nous permettre d'asseoir le diagnostic. Il y a un comité international qui se réunit, d'experts internationaux qui se réunit tous les 10 ans, et ce depuis 1989, afin d'établir, de mettre à jour les définitions qui vont nous permettre de définir la constipation fonctionnelle. Et selon les critères de Rome 4, la constipation terminale, et c'est l'association, on parle de constipation terminale en cas d'association d'au moins 2 des symptômes suivants qui doivent être présents depuis au moins 6 mois. Les selles sont peu fréquentes, moins de 3 selles par semaine, ils sont durs avec des efforts de poussée, sensation d'évacuation incomplète ou sensation de blocage anorectal, voire même des manœuvres digitales ou autres pour faciliter l'exonération pour au moins le quart des défécations. Il y a aussi une échelle qui permet de classer les selles en fonction de la consistance et de l'aspect, c'est l'échelle de Bristol. Il comporte 7 types de selles. Ainsi, les selles de type 1 et 2 sont caractéristiques d'une constipation, tandis que les types 6 et 7 sont caractéristiques d'une diarrhée, alors que les types 3, 4 et 5 sont considérés comme des selles normales. Quelles sont les explorations qui vont nous permettre de confirmer ce diagnostic de constipation terminale? Le lavement baryté garde son importance diagnostique chez l'enfant, surtout chez l'enfant. Par contre, chez l'adulte, il est actuellement détrôné par la colonoscopie qui permet d'éliminer tout ce qui est organique, tumeurs, sténose, polypes, diverticules, inflammation ou autres. Quant à la manométrie anorectale, il reste l'examen clé pour le diagnostic de la constipation terminale fonctionnelle, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, et même quand elle est pathologique chez le nourrisson et l'enfant, pour éliminer le diagnostic éliminer ou confirmer le diagnostic de mégacolon congénital. Manométrie. Mano, c'est pression. Métrie, c'est la mesure des pressions. La manométrie, c'est une technique qui consiste en la mise en place d'une sonde anorectale munue de 3 capteurs de pression. L'un en intrarectal sous forme de ballonnet, le deuxième en regard du sphincter anal interne, un troisième en regard du sphincter anal externe. Cette sonde anorectale est reliée à un dispositif de mesure qui transmet les données à un logiciel de manométrie anorectale qui affiche les résultats sous forme d'un tracé fait de 3, sous forme d'un graphique fait de 3 tracés. Rouge, c'est le tracé rectal. Le bleu, c'est le sphincter anal interne. Le vert, c'est le sphincter anal externe. Cette technique comporte 16 étapes. La première, c'est la mesure des pressions au niveau des 2 sphincters. La deuxième, c'est l'étude du réflexe recto-anal inhibiteur. La troisième, c'est la contraction anale volontaire. La troisième, la poussée. La quatrième, c'est l'étude de la compliance qui nous permet de parler de méga ou de microrectie. La dernière, c'est le test d'évacuation du ballonnet intrarectal. Attardons un petit peu pour comprendre le rappel physiologique, attardons-nous sur le réflexe recto-anal inhibiteur. Là, devant vous, il y a 5 réflexes. Le réflexe consiste en l'injection dans le ballonnet intrarectal d'air qui mime l'arrivée du bol fécal au contact des mécanorécepteurs des cellules ganglionnaires rectales. Ainsi, il y a le déclic rouge, c'est ce qu'on appelle le réflexe recto-rectal qui juge la sensibilité rectale suivie simultanément de la relaxation du sphincter anal interne. C'est le besoin exonérateur. Immédiatement, il y a la contraction du sphincter volontaire du sphincter anal externe qui ferme le
sphincter anal interne, disparition du besoin exonérateur. Pourquoi réflexe recto-anal inhibiteur? C'est un réflexe du besoin, mais il est inhibé volontairement par la contraction. On commence par le besoin exonérateur, mais ce besoin, il est inhibé par la contraction volontaire du sphincter anal externe qui referme le sphincter anal interne, ainsi la disparition du besoin exonérateur en cas de selles de consistance normale. Par contre, en cas de diarrhée, le refoulement des selles liquides vers le haut est impossible et la persistance des matières au contact des mécanorécepteurs des cellules rectales retient le besoin. Le sphincter anal interne, c'est lui qui nous permet la continence. C'est un muscle lisse, involontaire, qui ne se fatigue jamais. La raison pour laquelle, en cas donc du refoulement du besoin, c'est la contraction de l'interne qui intervient. Par contre, en cas de diarrhée, la persistance des selles au contact des mécanorécepteurs tient le réflexe, le sphincter anal interne ouvert et malgré la contraction continue du sphincter anal externe, on ne peut pas assurer la continence. Donc, le sphincter anal interne, c'est le sphincter de la continence. D'autres examens, comme la défécographie et l'IRM défécographie, qui gardent leur place pour le diagnostic des troubles de la statique pelvienne, alors que le temps de transit des marqueurs radio-opaques, il est indiqué pour différencier une constipation de transit d'une constipation terminale. Plusieurs étiologies, les plus importants sont les troubles fonctionnels qui est à leur tête l'asynchronisme abdominopelvien qui comporte la dyskisie anorectale ou anisme, l'hypertonie anale instable, l'hypo ou la contractilité rectale, enfin l'altération de la sensation du besoin exonérateur qui entraîne une hyposensibilité rectale ou mégarectum qui se complique de ce qu'on appelle l'onchoprésie chez l'enfant qui se définit par une fuite de selles. On peut parler d'onchoprésie qu'à partir de l'âge de 4 ans et il y a deux types d'onchoprésie. Il y a l'onchoprésie primaire là où il n'y a pas d'acquisition de propreté et l'onchoprésie secondaire qui se voit après acquisition de propreté chez l'enfant. Il reste une pathologie fonctionnelle très fréquente puisqu'il peut toucher 1 à 4% d'enfants à l'âge dans la population générale. 1 à 4%, c'est beaucoup. D'autres causes anatomiques, comme les troubles de la statique pelvienne postérieure, je cite la rectocèle, qui est l'hernie de la paroi rectale antérieure dans la paroi vaginale postérieure, la procidence rectale interne, invagination de la muqueuse rectale dans le canal anal, le prolapsus rectal, qui est l'extériorisation rectale, qui se voit essentiellement entre 1 à 5 ans et surtout avant 3 ans, la sigmoïdocèle, qui est l'hernie du sigmoïde dans le cul-de-sac de Douglas, qui se voit surtout chez la femme après hystérectomie. Enfin, l'entérocèle, c'est l'hernie du grêle dans le cul-de-sac de Douglas. La colpocèle, c'est la descente du vagin. La cystocèle, c'est la descente de la vessie. Et enfin, le syndrome du périnée descendant, qui est la descente du périnée en dessous de la ligne pubo-coccygienne. D'autres causes, parmi lesquelles la pathologie tumorale, qui reste rare, mais qu'il faut toujours la rechercher parce que la négliger peut mettre en péril le diagnostic vital du patient. Les causes neurologiques du système nerveux central, parmi lesquelles je cite
la maladie de Parkinson, la tumeur cérébrale, l'accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, la paraplégie post-traumatique, le méningocèle, voire même le syndrome de la queue de cheval. Des causes neurologiques du système nerveux périphérique comme la dysautonomie, secondaire au diabète, à l'amylose ou à un syndrome paranéoplasique et enfin la ganglioneuromatose. Des causes endocriniennes à ne pas oublier, je cite l'hypothyroïdie, l'hyperparathyroïdie, le phéochromocytome, l'acromégalie, l'hypokaliémie, les porphyries, la sclérodermie et enfin la mucoviscidose. Le mégacolon congénital, il se définit par l'absence congénitale de cellules ganglionnaires dans le plexus nerveux pariétal sur un segment du côlon terminal, surtout le rectum, plus ou moins le sigmoïde. La manométrie anorectale reste la technique la plus fiable pour éliminer définitivement le diagnostic de mégacolon congénital en cas de présence du réflexe recto-anal inhibiteur. Le mégacolon congénital reste la pathologie la plus recherchée comme cause de constipation terminale chez l'enfant et le nourrisson qui risque d'être opéré en urgence devant un syndrome clinique de pseudo-occlusif. Je vais vous illustrer cela par des cas cliniques. Arrivons au chapitre traitement qui résume la mission de chaque médecin. Après avoir posé un diagnostic, il faut traiter. Le but du traitement est d'obtenir une évacuation aisée des selles, d'améliorer la qualité de vie et surtout de traiter l'onchoprésie chez l'enfant. Pour cela, nous avons des moyens. Le traitement médical est le traitement de première intention. Il comporte des micro-lavements, des suppositoires, des lavements évacuateurs, en cas de gros fécalome, l'irrigation rétrograde transanale en cas de troubles neurologiques, l'injection de toxines botuliques dans le sphincter anal externe pour le relâcher, effet transitoire et risque d'infection, les inhibiteurs calciques et dérivés nitrés, peu d'effet. La rééducation médicale par biofeedback. C'est le traitement le plus efficace puisqu'il dépasse les 90% de réussite dans des centres experts. Des essais cliniques ont montré, plusieurs essais cliniques ont montré sa supériorité par rapport aux autres traitements médicaux. Il est à proposer en première ligne 3 grands types de protocoles. La rééducation médicale, la rééducation de la coordination, la rééducation de la sensibilité rectale par ballonnet et enfin la rééducation de la poussée volontaire. Plusieurs techniques, parmi lesquelles les plus connues, c'est le biofeedback EMG et le biofeedback manométrie anorectale. Cette dernière, il regroupe les 3 grands protocoles et c'est la technique dont nous disposons dans notre centre. Le traitement chirurgical, surtout dans les causes anatomiques, pour la rectocèle, on peut proposer la mucosectomie rectale antérieure et plicaturer la musculeuse sous-jacente, une résection rectale hémicirculaire antérieure et postérieure à la pince mécanique ou technique de Starr. Pour l'illytrocèle, la colpopexie postérieure associée à une rectopexie et une rectopexie pour le prolapsus rectal. Enfin, pour la procidence rectale interne de haut grade, la technique de Starr et la stimulation des racines sacrées utilisée en cas de troubles neurologiques. C'est une technique qui consiste en la stimulation du nerf sacré S3 qui assure l'énervation de la vessie et des sphincters anaux. De cet arbre décisionnel proposé par professeur Anne-Marie Leroy, médecin physiologiste au CHU de Rouen, retenez 3 éléments. L'importance
de la colonoscopie pour éliminer tout ce qui est pathologie organique. L'intérêt diagnostique de la manométrie anorectale et l'efficacité thérapeutique de la rééducation médicale par biofeedback. Enfin, la place de l'IRM d'éphécographie pour le diagnostic des troubles de la statique pelvienne. Pour vous illustrer tout cela, je vous ai préparé quelques cas cliniques, pratiques et démonstratifs concoctés sur une série de 1100 cas colligés, 1100 cas colligés sur une période de 5 ans de pratique libérale. L'âge moyen des patients est aux alentours de 35 ans avec des extrêmes de 3 mois à 89 ans et une légère prédominance féminine. Cas clinique numéro 1. Jeune de 18 ans, constipation chronique, onchoprésie et énurésie depuis la naissance, colonoscopie normale, biologie normale, biopsie normale, toutes les thérapeutiques cliniques, psychologiques ont été utilisées sans aucun résultat. Voilà sa manométrie anorectale. Là, on remarque, là c'est le niveau 0, ça c'est 100, une hypertonie du sphincter anal interne et une hypertonie transitoire du sphincter, parce que là, elle est normale, et là, il fait des hypertonies transitoires du sphincter anal externe. Donc, hypertonie du sphincter anal interne avec des micro-ondes qu'on appelle des ondes ultra lentes, c'est-à-dire que sur le fond d'une hypertonie sphinctérienne, il y a des micro-contractions. Là, comme vous voyez, réflexe recto-anal inhibiteur présent, contraction normale. Voilà. Donc, hypertonie transitoire, réflexe recto-anal inhibiteur présent. Donc, relaxation de l'interne, contraction de l'externe pour refouler le besoin. Contraction anale, remarquez la qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, la continence, vous regardez la contraction continue, retenue du sphincter anal interne, alors que le sphincter anal externe, il se fatigue. Regardez, la contraction continue, c'est le sphincter anal interne qui assure la continence. Là, c'est la poussée. Rappelez-vous, nous avons parlé de poussée normale. Quand on pousse, il y a une force de poussée. Là, c'est une multitude de poussées qui sont pareilles, toutes ces poussées. Je zoome. Voilà. 3 poussées. Donc, regardez. Là, le rouge, c'est la force abdominale de poussée. Et là, il y a une contraction du sphincter anal interne et une contraction du sphincter anal externe. Il me semble que quoique la poussée semble être volontaire, à mon sens, elle est involontaire. Quand on pousse, on ne sait pas ce qu'on fait. À notre avis, c'est une poussée normale. Par contre, remarquez en cas de poussée pathologique, c'est une contraction du sphincter anal interne au lieu d'une relaxation. Donc, la contraction du sphincter anal interne déclenche avec lui la relaxation. Par contre, en cas de poussée normale, il y a une relaxation du sphincter anal interne avec une relaxation du sphincter anal externe. Ça, c'est la poussée normale. Là, devant vous, c'est une poussée pathologique. C'est une patiente qui, au lieu d'exonérer, il fermait ses 2 sphincters. Absence d'exonération et le regorgement des selles dans l'ampoule rectale par débordement, il y a une fuite. C'est ce qu'on appelle l'onchoprésie dont je vous ai parlé.
l'oncoprésie primaire et l'oncoprésie secondaire. Chez cette patiente, il a une oncoprésie primaire. C'est une oncoprésie depuis sa naissance et il a un âge de 18 ans. L'âge dans ma série, l'oncoprésie, l'âge maximum que j'ai actuellement, c'est 22 ans. C'est malheureux, une oncoprésie depuis la naissance pendant 22 ans, c'est malheureux. Là, pour zoomer, pour vous parler un petit peu de la compluence. Donc, la compluence, c'est dans le ballonnet intrarectal, on injecte des volumes progressifs pour voir la sensibilité d'abord rectale, la sensibilité du besoin, le besoin exonérateur et enfin le volume maximum tolérable qu'on calcule en cas de constipation chronique avec oncoprésie. Il y a toujours une dilatation de l'ampoule rectale et voilà une macrorectie chez cette patiente. Le dernier test, donc, c'est le test d'évacuation du ballonnet intrarectal. Regardez, donc, on remplit le ballonnet intrarectal par de l'air pour mimer un bol fécal à l'intérieur de l'ampoule rectale et on demande à la patiente de pousser. Là, c'est le ballonnet rempli, pousser, contraction de l'interne, contraction du sphincter anal externe. Deuxième poussée, contraction du sphincter. Là, je demande à la patiente, pousser, il faut évacuer le ballonnet. Là, il pousse, mais c'est une contraction du sphincter anal interne et externe. Il pousse contre un obstacle. Donc, troisième poussée, pareil. Donc, il ne va pas évacuer son ballonnet. Donc, absence d'évacuation du ballonnet intrarectal. La rééducation médicale par biofeedback. C'est le seul traitement efficace en cas de constipation terminale fonctionnelle. Surtout le cas de chez cette patiente qui a utilisé toutes les techniques, tous les médicaments sans résultat. Alors là, commençons la rééducation. Donc là, il pousse, pareil. Donc il ferme, il ferme, il ferme. 4 poussées pathologiques. Je commence la rééducation et j'utilise une technique personnelle qui consiste en une contraction prolongée suivie immédiatement d'une poussée. Regardez, là, c'est la contraction, c'est le bleu, le sphincter anal interne contracté en continu. Et lorsque la patiente pousse, regardez, il commence quand même à ouvrir un petit peu, mais regardez, lorsqu'on arrête, là, c'est la poussée, la force de la poussée, le rouge, regardez, lorsqu'on arrête la poussée, ce n'est qu'à ce moment-là que le réflexe, que le sphincter interne se relâche. Il fait l'inverse de tout ce qu'on lui demande. Au lieu de se relâcher là, il contracte, et quand on arrête la poussée, il relâche. Mais cette relaxation est inefficace pour évacuer parce qu'il n'y a plus de force de poussée. Là, je fais pousser la patiente sans contraction prolongée. Contraction du sphincter anal interne. Poussée, contraction prolongée suivie d'une poussée. Regardez une relaxation là normale. Donc, relaxation, quand on arrête le poussée, eh bien, la poussée, le sphincter anal interne se referme. Là, c'est une relaxation au début d'une relaxation normale. Poussée sans contraction prolongée. Fermeture du sphincter anal interne. Contraction toujours. Je poursuis la séance de rééducation par biofeedback. Manométrie, biofeedback manométrie, qui regroupe les 4 protocoles, comme je vous ai dit. Donc, contraction prolongée, suivie immédiatement. Regardez, je demande du haut de la contraction, pousser, parce que si la patiente se repose, il va me faire une
contraction de son sphincter, mais là, du haut de la contraction, immédiatement, voilà l'ouverture du sphincter anal interne. Deuxième poussée avec des petites résistances, mais quand même, maintenant, sans contraction prolongée, technique personnelle, là, il y a une relaxation, c'est-à-dire qu'on arrive à inverser le réflexe du départ, la force abdominale de poussée, relaxation du sphincter anal interne au lieu d'une contraction comme c'était auparavant. Voilà, toujours. Donc, de très belles poussées normales, une bonne force abdominale de poussée avec une relaxation du sphincter anal interne. Là, c'est une poussée normale. Je zoome sur 3 poussées normales. Pour moi, j'appelle ça un très beau tableau. Cas clinique numéro 2. Jeune garçon de 16 ans qui souffre de constipation, de diarrhée chronique, qui rapporte une diarrhée chronique, colonoscopie, muqueuse tout à fait normale. Par contre, présence de plusieurs fécalomes. Interrogatoire poussé, c'était une fausse diarrhée d'une constipation terminale. Méfiez-vous de la constipation, de la fausse diarrhée de la constipation terminale. Cette fausse diarrhée, il peut s'expliquer par l'évacuation du bouchon rectal suivi d'une débâcle qui est ressentie par le patient comme une diarrhée, alors que c'est une fausse diarrhée. Deuxième cas de figure, la poussée contre un obstacle entraîne l'inflammation du rectum et les sécrétions pseudo-fécales de cette muqueuse inflammée, il nous paraît que comme une diarrhée, alors que ce sont des sécrétions pseudo-fécales. Et là, on parle aussi de fausse diarrhée déconstipée chronique. Manométrie anorectale chez ce patient, hypertonie du sphincter anal interne avec des micro-contractions. Regardez, poussée pathologique, une contraction complète du sphincter anal interne et une faible force de poussée. Regardez la force de poussée, elle est faible. Donc, contraction du sphincter anal interne avec une poussée très faible. Les 3 poussées sont pathologiques. Commençons notre rééducation. Ma technique personnelle, contraction prolongée, suivie immédiatement d'une poussée, relaxation du sphincter anal interne. Pareil, relaxation du sphincter anal interne. Continuons, toujours contraction prolongée, et la relaxation du sphincter anal interne sans contraction prolongée, réflexe acquis. Pareil, regardez, des poussées tout à fait normales, donc le réflexe maintenant, il est acquis et la poussée est tout à fait normale. Cas clinique numéro 3. Homme de 89 ans, constipation chronique depuis une quarantaine d'années, colonoscopie normale, manœuvre digitale, voire même l'utilisation de Duchette pour exonérer, bilan biologique normal, manométrie anorectale. Regardez. Fermeture complète du sphincter anal interne avec une force de poussée nulle. Force de poussée nulle, regardez le rouge, c'est la force de poussée. En cas de force de poussée normale, et il y a une augmentation de la pression. Rappelez-vous que la poussée, c'est
la force de la poussée et la relaxation des sphincters anaux. Là, une force de poussée nulle et une contraction du sphincter anal interne. Contraction prolongée, poussée, relaxation du sphincter anal interne, pareil, mais avec des résistances quand même. Toujours, regardez, il y a des résistances. Là, c'est une poussée normale, mais il y a des résistances. Contraction prolongée, poussée, poussée sans contraction. Regardez les résistances. Alors que la relaxation, il fait ça comme ça. Là, il y a des résistances. Là, c'est une belle poussée. Donc, force avec relaxation. Mais il y a là aussi, il y a des résistances. Pour ce patient de 89 ans, plusieurs séances de rééducation médicale par biofeedback ont fini par régler son problème. Cas clinique numéro 4. Nourrisson de 3 mois. Une fille de sexe féminin, retard de l'émission, excusez-moi, jeune femme de 41 ans, constipation chronique depuis une vingtaine d'années, colonoscopie normale, opérée pour une fissure anale il y a 1 année. Manométrie anorectale, hypertonie du sphincter, réflexe présent, rééducation. Regardez, la poussée pathologique, contraction prolongée suivie d'une poussée. Là, c'est une fermeture. Regardez, ça, ce n'est pas une relaxation. Le sphincter, quand on pousse, regardez la force de poussée. Quand on arrête la poussée, là, il résiste. Mais quand on arrête, le sphincter ne se relâche qu'après l'arrêt de la poussée. C'est une relaxation post-poussée qui reste inefficace pour évacuer parce que la poussée, comme vous savez maintenant, il faut une force et une relaxation. Là, c'est une relaxation post-poussée. Elle est inefficace. Pareil, relaxation post-poussée, elle est inefficace pour évacuer. Mais après plusieurs séances de rééducation, poussée tout à fait normale, une belle force de poussée et une relaxation complète du sphincter anal interne. Cas clinique numéro 5, fillette de nourrisson de 3 mois, de sexe féminin, retard de l'émission du méconium, distension abdominale, évacuation à l'aide de micro-lavements et de sondes de stimulation par sonde, biopsie rectale, absence des cellules ganglionnaires, lavembarité, disparité du calibre, manométrie anorectale. Tonus sphinctérien interne normal, externe normal. Regardez, je zoome. À votre avis, là, il y a 3 réflexes recto-anal inhibiteurs. Il y a 3. À votre avis, s'agit-il d'une maladie de Hirschsprung ou ce qu'on appelle mégacolon congénital ou pas? Maintenant, vous devez être en mesure d'interpréter le tracé d'une manométrie anorectale. Eh bien, non, il y a l'absence, comme je vous ai décrit, là, il y a le réflexe rectorectal et la contraction du sphincter anal interne au lieu de la relaxation du sphincter anal interne, qui est le réflexe recto-anal inhibiteur. Quand il est présent, il y a une relaxation, c'est le réflexe du besoin. Là, par contre, j'augmente le volume, plus on augmente de volume, plus le réflexe, c'est évident, c'est qui mime l'arrivée d'un bol fécal, le volume du ballonnet rectal, qui mime l'arrivée du bol fécal au contact des mécanorécepteurs. Là, malgré l'augmentation du volume du bol fécal en contact des mécanorécepteurs, donc cela prouve qu'il n'y a pas de cellules ganglionnaires, absence de mécanorécepteurs, pas de déclenchement de la relaxation réflexe involontaire du sphincter anal interne. Au contraire, il y a une contraction du
sphincter anal interne, et on parle là d'absence du réflexe recto-anal inhibiteur qui est synonyme d'une maladie de Hirschsprung ou mégacolon congénital. Quand les trois techniques sont concordants, le lavement baryté avec une disparité du calibre, la biopsie absence de cellules, la manométrie, le chirurgien est confiant et il peut opérer la conscience tranquille. Cas clinique numéro 6. Enfant de 6 ans, constipation chronique, distension abdominale, LB, la bombarité, disparité du calibre, biopsie rectale, absence des cellules ganglionnaires. Devant un syndrome de pseudo-occlusif, l'enfant a subi une colostomie de décharge devant un syndrome pseudo-occlusif. Heureusement, le chirurgien est avisé, il m'a contacté pour compléter avec une manométrie anorectale et voilà le résultat. Le réflexe recto-anal inhibiteur est évident. Réflexe recto-rectal, relaxation du sphincter anal interne, ça veut dire la présence du réflexe recto-anal inhibiteur qui élimine définitivement et le diagnostic de mégacolon congénital définitivement et avec certitude. Malgré l'absence des cellules ganglionnaires et malgré la disparité du calibre au lavement baryté, parce que à mon sens, je pense que la manométrie anorectale, elle teste une surface. Le ballonnet intrarectal teste une multitude de mécanorécepteurs anaux. Par contre, une biopsie, il juge un point. C'est la raison pour laquelle il me semble que la supériorité de la manométrie anorectale, c'est l'exploration d'une surface au lieu d'un point. L'enfant a été repris par le chirurgien pour rétablir la continuité colique et un mois après le rétablissement de la continuité, l'enfant a été reçu. Là, c'est, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la suite. L'enfant, il y a la présence du réflexe recto-anal inhibiteur qui élimine la maladie de Hirschsprung. Par contre, regardez sa poussée. La force est nulle et contraction. Donc, c'est une poussée pathologique. C'était une dyschésie anorectale. Et l'association, sachez un message très important. En cas d'oncoprésie, on peut éliminer cliniquement le diagnostic de mégacolon congénital parce que dans ma série, je n'ai jamais reçu d'enfants oncoprésiques chez qui je pratique une manométrie, je trouve un mégacolon congénital. La preuve, c'est que malgré la présence, la disparité du calibre et l'absence des cellules ganglionnaires, la manométrie anorectale, elle élimine le diagnostic de mégacolon congénital. Et sachez déjà, cliniquement, si vous recevez un enfant qui souffre d'oncoprésie, déjà, le mégacolon congénital, vous pouvez l'éliminer cliniquement. Par la suite, l'enfant a été reçu un mois après le rétablissement de la continuité pour des séances de rééducation médicale par biofeedback. Et voilà le résultat. Une poussée tout à fait normale, une relaxation, relaxation, relaxation. Et là, l'enfant, une belle poussée prolongée avec une évacuation du ballonnet intrarectal là. Donc, sachez que devant une oncoprésie, cliniquement, on élimine un mégacolon congénital. Deuxième message, devant une fissure anale, pensez toujours à une constipation terminale. Oncoprésie, pensez à une constipation terminale et fissure, pensez à une constipation terminale.
La constipation terminale reste très fréquente mais méconnue. Il altère la qualité de vie. La manométrie anorectale reste le gold standard pour le diagnostic de la constipation terminale. Malgré les traitements médicaux chirurgicaux qui ont des résultats aléatoires, il y a une supériorité de la rééducation médicale par biofeedback que seule cette technique peut redonner l'espoir à ces malades souffrants. Et malgré la multitude de fiches publicitaires qui parlent de régime, d'hygiène de vie, qui peuvent avoir un rôle dans le traitement de la constipation de transit, contrairement à la constipation terminale, où seule la rééducation médicale par biofeedback peut donner le sourire à ce genre de patient. Avant de conclure, je profite de votre présence et avec l'accord des membres du bureau de la FORSCA pour lancer une étude prospective de l'oncoprésie chez l'enfant, pour plusieurs raisons. L'oncoprésie chez l'enfant, elle peut être diagnostiquée cliniquement, il suffit de la chercher. Il peut se compliquer par une infection grave chez la fille. Chez la fille, l'oncoprésie peut entraîner des infections urinaires à répétition qui peuvent évoluer vers des glomérulonéphrite graves, voire même une insuffisance rénale. C'est grave, passer d'une pathologie fonctionnelle à une pathologie chronique organique. Troisième point, le traitement de l'oncoprésie permet de nous éviter l'évolution vers une intervention chirurgicale lourde de conséquences devant un tableau clinique de syndrome pseudo-occlusif. Les répercussions psychologiques aussi. Le traitement de l'oncoprésie, cette fille qui traîne son oncoprésie depuis 18 ans, c'est malheureux. Enfin, retenez les messages pratiques et forts présents. Devant une fissure anale, cherchez systématiquement une constipation terminale. Devant une oncoprésie chez l'enfant, cherchez systématiquement une constipation terminale fonctionnelle. Une oncoprésie diagnostiquée et traitée à temps peut nous éviter l'évolution vers une insuffisance rénale chez la fille. Une oncoprésie diagnostiquée et traitée à temps peut nous éviter l'évolution vers une intervention chirurgicale devant un tableau clinique de pseudo-urgence évoquant un mégacolon congénital, alors que ce n'est pas le cas clinique démonstratif numéro 5. Une oncoprésie diagnostiquée et traitée à temps peut nous éviter l'évolution vers des répercussions psychologiques qui altèrent la qualité de vie personnelle, familiale et socio-économique. Et pourtant, nous disposons de l'apport diagnostique de la manométrie anorectale et de l'efficacité thérapeutique de la rééducation médicale par biofeedback. Je vous remercie.